Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous accueillir. Je m'appelle Martin Nouvel, je suis président cofondateur de Chakari et j'ai le plaisir de vous inviter voilà, sur un sujet de vie actualité qui est regard croisé sur la qualité de vie au travail. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Colomba. Bonjour. Et Bonjour. Olivier Delpech. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous les participants. Donc, Philippe, donc, tu es PUPH, tu étais chef de service à 37 ans, tu es une spécialité en hématologie. Ouais, à tout. Tu as créé le Collège des enseignants des soins palliatifs au niveau national et un certain nombre d'associations. Tu es aussi président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail et aussi tu as créé un sujet qu'on va pouvoir approfondir aujourd'hui, qui est la démarche participative, qui est une démarche très concrète de qualité de vie au travail au niveau d'un service. Et donc, on est très heureux de t'accueillir, Philippe, bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous, donc c'est pareil. Rencontrer Martin et Olivier, c'est parfait. Alors, on nous fait signe qu'il faut qu'on augmente le son, donc merci en tout cas. Bienvenue à toi aussi. Donc, Olivier, tu as dirigé des unités donc, dans des groupes internationaux comme Danone et Michelin. Tu as une expérience aussi très internationale et aujourd'hui, tu es directeur de la qualité de vie au travail au sein du groupe Elsan qui comprend plus de 120 établissements et donc tu as je dirais, le leadership du déploiement d'une démarche qualité de vie au travail en lien avec bien sûr l'ensemble des établissements du groupe. On est très heureux de t'accueillir, Olivier. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous aussi, d'autant plus que dans les premiers échanges qu'on a pu avoir avec Philippe, on s'aperçoit qu'on est plutôt raccord. Et ça fait, ça, c'est sûr. du bien. Ça fait du bien. Absolument. Donc, alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, on va commencer par une définition des termes. Hein. Alors, il y a deux choses hein, que je voudrais partager avec vous. Alors déjà, la qualité de vie au travail est définie hein, par l'accord national interprofessionnel comme les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, leur capacité à s'exprimer, à agir sur le contenu de celui-ci, déterminant la perception de la qualité de vie au travail. Voilà, donc il s'agit à la fois d'une notion de perception, mais aussi d'un ensemble d'actions. Et j'aime bien alors, cette rosace que vous connaissez probablement pour un certain nombre d'entre vous, qui vient de la Haute Autorité de Santé, qui montre vraiment les différents pans, aussi bien en termes de contenu du travail que de santé, de parcours, de compétences, d'égalité professionnelle, et aussi de management participatif, hein, c'est un terme sur lequel on reviendra, et bien sûr de relations au travail et de climat social, hein, donc un dialogue interne. Donc voilà pour la partie vraiment définition des termes du sujet. Alors, si on commence par toi, Olivier, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'un monde qui est un peu extérieur à l'univers de la santé, puisque tu as dirigé des unités opérationnelles chez Danone et Michelin. Alors, quel a été ton rapport d'étonnement et surtout, qu'est-ce que tu as appris aussi de ces grands groupes en termes de qualité de vie au travail qui peut servir aux établissements de santé? Est-ce que tu voudrais bien partager ce sujet? En fait, moi, je suis dans ce secteur que je découvre depuis un peu plus de 3 ans et demi. Et en fait, en arrivant, il y a vraiment 3 choses qui m'ont surpris. La première, et ça peut paraître un peu choquant, mais c'est vrai, c'est ce que j'appellerais le manque de prise en compte du quotidien des équipes dans ce que celui-ci a parfois de plus trivial. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment plein de petits sujets qui parfois ne sont pas pris en compte. Dans le même temps, un très fort niveau d'engagement des managers de proximité. Réellement, par rapport à ce que j'ai pu connaître ailleurs, je trouve que les managers qu'on a sont très, très engagés. Et puis, pour vous, ça va vous sembler évident, pour tous ceux qui sont dans la santé depuis plus longtemps que moi, mais vraiment, la notion de vocation et de la part de l'ensemble des équipes, le rapport aux patients, qui est quelque chose ça paraît évident, mais qui, pour le coup, quand on arrive dans le secteur, vous saute aux yeux de façon très forte.
mais avec comme corollaire le fait que le patient prend tellement de place que parfois on a l'impression qu'on s'oublie un peu en tant que salarié. Parce que le patient est vraiment, et heureusement d'ailleurs, on est là pour ça, et au cœur du truc, mais ce n'est pas parce que le patient est là qu'on doit ne pas mettre en œuvre des choses pour le salarié. Et pour le coup, ce qui a été très révélateur au sein du groupe, c'est que quand on a mis en place une enquête d'engagement annuelle pour tous les salariés, bah là, pour le coup, ils ont su nous rappeler à nos devoirs en disant que c'était bien de penser aux patients, mais que c'était bien de penser à eux aussi. Donc vraiment, oui, un mélange un peu étrange pour moi et très nouveau de on est super investi par rapport aux patients, des managers qui vraiment mouillent la chemise, et dans certains cas, plein de petites choses qui sont pas traitées au quotidien. Et puis la place du patient au sens large, très très forte. Merci beaucoup. Alors, donc ce qui serait intéressant, on a appelé ce webinaire Regards croisés parce que justement, Philippe et toi, Olivier, vous avez des regards croisés très complémentaires. Philippe, tu as le regard aussi du médecin, chef de service, et tu as déployé une démarche au niveau du service. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton rapport d'étonnement aussi, toi, quand tu as pris tes fonctions de chef de service, et ce qui t'a amené justement à travailler sur la démarche participative? Écoute, d'abord, c'est vrai que la vie, c'est souvent des rencontres, hein. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon patron, qui est maintenant à la retraite, bien sûr, moi aussi d'ailleurs, qui, le jour de mon agrégation, m'a dit, je te laisse le service, je vais faire de l'oncopédiatrie. Et donc, ça, c'est quand même été la grande chance de ma vie, hein, 37 ans de me retrouver à la tête d'un service, d'hémato et oncologie médicale. Après, on s'est séparés une vingtaine d'années plus tard. Donc, voilà, d'être aux manettes assez tôt. Et la première étonnement, c'était la difficulté d'être soignant en hématologie. Très clairement, puisque je veux dire, c'est quand même une spécialité où on meurt beaucoup, il y a les gens jeunes, etc. Donc, ça a été mon premier étonnement. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que mon deuxième étonnement, et qui est toujours un étonnement, c'est que les médecins ne sont pas formés au management. C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est un problème de fibre. Et globalement, si on respecte l'autre, on a envie d'aider les autres, on a envie d'aider les patients, mais on a aussi envie d'aider les soignants. Et à ce moment-là, effectivement, on a envie de se former pour le management, mais ce n'est pas inné. Et je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ça, mais c'est un des problèmes, puisque le cursus pour être prof est tellement difficile que globalement, on va vers l'élitisme et non pas vers le participatif. Donc voilà, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est un étonnement qui est au cours du temps, je raconterai peut-être l'histoire de la démarche participative, c'est que ce modèle est obligatoire depuis 2004, il marche, et n'empêche qu'il n'est pas mis en place. Voilà, donc ça c'est un gros étonnement quand même. Merci beaucoup. Alors, Olivier, justement, pour revenir aussi sur toi, qu'est-ce que tu as pu voir comme démarche de qualité de vie au travail et qu'est-ce que tu as pu mettre en place de manière assez concrète au niveau d'Elsan qui pourrait être utile pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors, en tout état de cause, et heureusement, les établissements ne m'ont pas attendu pour travailler sur la qualité de vie au travail, mais il y avait beaucoup d'actions de lancées, mais une vraie hétérogénéité dans les actions. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui étaient effectivement déjà dans des démarches assez avancées, type avec la CARSAT, sur des diagnostics, sur de la mise en œuvre sur certains outils, au niveau des TMS, au niveau des RPS. Et puis, il y avait d'autres sites qui étaient, on va dire, un peu plus en retard. Et en fait, en échangeant avec les directeurs d'établissement, les DSI, les responsables de bloc, les managers, on s'est rendu compte que même quand il y avait des démarches sur la qualité de vie au travail qui étaient bien structurées au niveau de l'établissement, par exemple, il y avait une commission QVT qui était lancée avec des salariés de différents secteurs, on s'est rendu compte que les salariés qui étaient dans le groupe, ils se sentaient investis, mais par contre, leurs collègues qui n'étaient pas dans le groupe, ils n'envoyaient pas toujours les retombées de manière très, très pragmatique dans leur quotidien. Donc, on a décidé de lancer un outil très simple, mais vraiment centré sur le quotidien des équipes et l'amélioration de la qualité de vie au travail au quotidien. Donc, on s'est appuyé pour ça sur l'enquête d'engagement qui avait été lancée au sein du groupe, qui nous permettrait d'avoir une donnée d'entrée assez claire sur les attentes des salariés. Et il est apparu vraiment un besoin très fort sur la meilleure prise en compte de leur quotidien et de ce qui ne marche pas très, très bien des fois,
Et puis, un besoin de communication et d'information, là aussi, très, très fort. Et des gens en demandent. D'autant plus qu'on a plus de la moitié des salariés qui nous ont répondu. Donc, quand il y a plus de 10 000 personnes qui vous répondent sur 20 000, on commence à avoir un échantillon assez précis. Et en fait, on a lancé une démarche qu'on a appelée Proxim Elsan, hein, Elsan pour Elsan, Proxim pour proximité, qui est co-construite avec les managers de proximité, mais aussi avec les salariés. Le principe de base étant qu'on met en œuvre un système qui aide les salariés à régler leurs problèmes sous la houlette de leur manager et en équipe. Quand on veut faire quelque chose de simple, on est obligé de se centrer un peu au niveau du service, parce que pour rebondir sur ce que disait Philippe et sur son étonnement, si on fait un truc super complexe, très très fin, qui marche super bien, mais en fait qui est tellement, comment dirais-je, non pas complexe, mais qui prend du temps pour former les équipes, on a quand même des chances qu'on n'arrive pas à déployer. Donc là, on est parti sur quelque chose d'assez basique et qui permet en fait aux équipes de s'autonomiser sous la responsabilité du manager et surtout d'accélérer le traitement des problèmes avec 3 thèmes qu'on a définis. Un thème, c'est la sécurité des salariés, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on parle de sécurité dans nos métiers, on parle souvent de la sécurité des patients. Il y a tout un système qui existe entre les FEI, les CREX, les RMM, mais on s'aperçoit que malheureusement, parfois au niveau de la sécurité des salariés, on est peut-être un peu moins réactif. Je définis juste FEI, fiche d'événements indésirables, CREX, retour d'expérience. Voilà. Je commence à m'acculturer, c'est bon signe. Donc, en tout état de cause, de dire qu'au niveau de la sécurité des salariés, on s'aperçoit que quand il arrive parfois un accident de travail, voire même de façon récurrente, on ne prend pas toujours le temps d'analyser, de mettre en œuvre tout ce qui devrait être fait pour améliorer les choses. Donc, premier thème, sécurité des salariés, et puis le fait de dire aux salariés, si vous avez en tête un truc qui n'a pas créé d'accident, mais qui pourrait en créer un, autant traiter le problème tout de suite. Deuxième thème, ça tourne autour du bien-être du patient, mais là aussi de manière très pratico-pratique. Quand on dit patient, nous, c'est patient et accompagnant, même si malheureusement, depuis 1 an, il n'y en a pas beaucoup, mais on va faire le pari que les accompagnants vont revenir chez nous parce que la situation sanitaire va s'améliorer. Et en fait, on se rend compte que les patients vivent avec nos équipes qui leur disent plein de choses, mais que comme on n'a pas de dispositif pour capter toutes les petites choses qui sont dites, et ben, parfois, on peut améliorer de façon très simple l'expérience du patient chez nous. Puis on ne le fait pas toujours. Donc là, c'est le fait aussi de redonner du sens à nos soignants en disant, ben voilà, tout ce que vont vous dire les patients, maintenant, on peut le capter, on peut le mettre en œuvre. Et puis un troisième thème qui est fondamental, qu'on a appelé les irritants du quotidien. Les irritants du quotidien, la définition, c'est un peu ce que chaque salarié au sein d'un service remonte, puis arrête de remonter en disant, ça avance pas assez vite. Et ce qui est absolument terrible, c'est que dans le même temps, on a vraiment des managers qui ont envie de faire avancer les choses. On a parfois des choses qui avancent, mais les salariés ne s'en rendent pas compte. Parce que comme il n'y a pas toujours un partage de l'information qui est optimal, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, alors qu'en plus, les choses avancent. Et puis le fait de mettre les salariés en position de suivre eux-mêmes les problèmes qui remontent, c'est assez vertueux parce qu'ils se rendent compte que parfois, quelque chose qui paraît tout simple, quand on dit à son chef, pourquoi tu n'as pas réglé mon problème, ça paraît évident pour le salarié que le chef n'est pas allé assez vite. Quand c'est le salarié qui est en position pour régler le problème, il se rend compte que des fois, quand on passe un coup de fil au service technique, on n'arrive pas à les avoir tout de suite. Que quand on n'a pas bien défini la demande, ils ont du mal à répondre. Donc, c'est assez vertueux. Et pour le coup, on est en train de déployer ça au sein du groupe. On a une douzaine de cliniques, donc ça fait, entre guillemets, on peut dire que 10%, mais comme on a débuté il y a une petite année, ça commence à avancer quand même. Et puis surtout, on a la chance maintenant d'avoir des référents territoriaux au sein des établissements sur la QVT qui nous aident à déployer le dispositif. Puisqu'on est une petite équipe, on est 2 à temps plein, donc il y a Olivier Delpech et Sylvain Dablé, tac, on avance, mais comme maintenant on est renforcé, ça permet d'accélérer le mouvement. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments sur ces 3 thèmes importants. Alors juste, il y a un petit clin d'œil de ce participant bien-être du patient qui font référence aux patients partenaires. Ça fait écho à un dernier webinaire qu'on a organisé là-dessus avec Thérèse Psiouk. Alors, une première question qui nous a été posée, justement, est-ce que la qualité de vie au travail doit être définie au niveau de la direction ou est-ce qu'elle peut être définie directement au niveau du service? Philippe, je pense que ton expérience très naturellement cette question. Je pense que
Le déploiement de la qualité de vie au travail est toujours possible au niveau du service, sous certaines conditions, on en reparlera des conditions. Donc, je veux dire, on peut toujours faire un village gaulois quelque part. Mais si on veut le déployer sur un établissement, d'autant plus que l'établissement est grand, c'est-à-dire plus il est grand, plus c'est difficile. À ce moment-là, effectivement, il faut l'impulsion de la direction générale pour essayer de le déployer dans tous les services. Et ça, c'est quand même très compliqué parce que ça passera de toute façon, et Olivier l'a bien dit, par la management de proximité. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais qu'il y a plus de motivation sur les managers de proximité dans sa structure que dans l'hôpital public, par exemple. En fait, on a peut-être la chance d'avoir des établissements relativement, alors je ne peux pas dire petits, mais en termes de taille. Qui n'est pas comme les CHU ou les… Ouais, la taille de la clinique moyenne chez nous, c'est moins de 200 personnes. Oui, donc là, c'est plus facile à… On a des établissements de 400, 500, 600. La plus grosse, elle doit faire, je pense, 1000 personnes. Mais en tout état de cause, c'est encore des choses, entre guillemets, à taille humaine. Ah ouais. Et où, effectivement, quand les managers de proximité sont dedans et puis que la direction générale a envie, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de perdre 3 mois pour convaincre tous les étages intermédiaires et que tout le monde comprenne bien le truc. Alors, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, vous recevrez, suite au webinaire, un article de la HAS qui décline la méthodologie de qualité de vie au travail. Et bien sûr, le sponsoring de la direction est très important, comme l'a mentionné une personne sur le chat. C'est une condition importante pour donner une ligne directrice. Et d'ailleurs, c'est ce que Olivier aussi a impulsé avec les 3 axes sécurité des salariés, bien-être du patient et irritant du quotidien. Et en même temps, il y a une manière de faire vivre cela pour que ça devienne assez concret au quotidien. Et alors, Philippe, justement, est-ce que tu voudrais bien nous partager les 5 piliers de la démarche participative, parce que c'est une démarche qui a été structurée, sur laquelle il y a des études scientifiques qui démontrent l'efficacité à la fois pour la qualité de vie au travail des salariés, mais aussi pour la qualité de prise en charge du patient. Donc, voilà, on est ravis de vous faire partager ça aujourd'hui. Donc, c'est l'exemple du CH de Valenciennes, c'est effectivement un bel exemple. Oui, c'est une longue histoire, puisqu'en fait, l'histoire commence en 1991. Donc, vous voyez, elle a exactement 30 ans. Et donc, il y a 30 ans, on a conçu un modèle qui a un tout petit peu évolué, mais surtout qui a maturé dans sa conception. C'est-à-dire qu'à départ, on parlait de management participatif. Maintenant, on parle de démarche participative, c'est-à-dire d'outils de mise en place au sein d'un service qui correspondent bien sûr à un management participatif, mais qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Donc, l'histoire, elle est globalement en 3 étapes. Premièrement, on a conçu le modèle. La deuxième chose, c'est que globalement, on s'est rendu compte que ça avait l'air de marcher sur le terrain pour ceux qui le faisaient, mais que tout le monde s'en foutait. Donc, ça, c'est 98. Donc, en 98, on a fait un lobbying politique avec la Société française d'accompagnement et soins palliatifs. C'est un modèle qui est obligatoire depuis 2004 dans tous les services de soins pour les patients, pour les prises en charge en soins palliatifs, donc pour tous les patients qui sont en phase avancée de leur maladie. C'est d'ailleurs dans tous les services sauf en ophtalmo. Et puis, dernière chose, depuis 2010, moi, j'ai quitté mon équipe de recherche fondamentale sur l'hématologie et donc je suis devenu chercheur en psycho et donc effectivement, je finirai par ça. On a montré l'impact sur la qualité de vie au travail, mais également sur la qualité des soins. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est un modèle qui repose sur 5 composantes. Je vais peut-être commencer par celle d'Olivier. C'est en fait la démarche projet. C'est-à-dire qu'en fait, mettre en place une dynamique sur des thématiques qui peuvent être celles d'Olivier, mais qui peuvent être aussi des thématiques de terrain ou même des thématiques administratives quand nous impose des choses, des circulaires en particulier ou des procédures. Et donc, en fait, c'est de mettre en place en permanence des groupes de travail pour améliorer le travail réel. Alors, effectivement, Olivier a donné des exemples, mais c'est aussi des exemples de terrain. Et moi, vraiment, pendant 30 ans, il y a eu des groupes de travail dans le service pour améliorer le travail réel. Je crois que vraiment, c'est une composante très, très importante, la dynamique des équipes pour créer du travail. Ça veut dire aussi de les autonomiser. Et donc, vous savez que les deux grands facteurs de QVT, c'est la reconnaissance et l'autonomie. Donc, les groupes de travail, c'est l'autonomie. Et puis, donc, 4 types d'espaces d'échange. Le premier type d'espace d'échange qui, pour nous, est le plus important, c'est ce qu'on appelle les staffs pluriprofessionnels. C'est-à-dire, en fait, l'équipe est présente, tous les soignants présents participent à cette réunion et on va partir des besoins du patient,
pour aller ensuite vers un projet de prise en charge personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va discuter du patient par rapport à ses besoins qu'il a pu exprimer dans sa relation ou dans ses difficultés ou dans ses démarches, par exemple, par rapport à ses proches. Et ensuite, à partir de là, on va faire des propositions pour améliorer, pour répondre à ses besoins. Et ensuite, on va discuter, on va rechercher un consensus. Donc, on est dans la co-construction et l'intelligence collective pour un projet de prise en charge personnalisée. Sachez que c'est obligatoire, particulier pour l'HAS, dans la V 2020, dans beaucoup de pathologies. Deuxième type d'espace d'échange, moins important pour moi, mais qui permettent de souder les équipes, c'est les formations internes aux équipes. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des gens se former, on fait venir les formateurs et on fait les formations 2 fois pour que tout le monde soit formé sur une thématique qui les intéresse, si possible une thématique de prise en charge globale. Et ça sera la possibilité pour les équipes de communiquer, d'échanger et de prendre la parole. Troisième type d'espace d'échange, c'est ce qu'on appelle le soutien aux équipes. Alors, le soutien aux équipes, c'est pas très souvent les groupes de parole, c'est plutôt ce qu'on appelle les staffs de débriefing, c'est-à-dire que quand on a des soucis, et ben, plutôt que de garder ça pour soi, on crée un espace d'échange avec un psychologue extérieur au service qui va permettre aux gens d'exprimer leurs difficultés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça peut être aussi des relectures de cas cliniques si besoin, mais c'est plutôt, nous, on promeut plutôt les staffs de débriefing. Et puis, la dernière espace d'échange qu'on a créé dans un deuxième temps, ce qu'on appelle les espaces d'échange de managers, vous voyez, c'est apparu en 2005, donc vous voyez, 14 ans plus tard, parce qu'on s'est rendu compte que globalement, le système ne marchait pas sans ça. C'est ce qu'on appelle les espaces d'échange de managers, c'est-à-dire qu'en fait, on met ensemble les médecins et les cadres du service pour décider du top management. Par exemple, moi, je n'ai jamais choisi un collaborateur, je n'ai jamais décidé d'une organisation, ça a toujours été une démarche collective. Voilà, en gros, le schéma général de… Juste pour répondre à une question, les patients aidants, par exemple, ont tout à fait leur place dans la démarche projet. C'est-à-dire que la démarche projet, elle peut s'aider effectivement de réflexions, de regards extérieurs, et ils ont toute leur place dans la démarche projet. Alors, ce qui est participant, merci beaucoup Philippe pour cette clarification. On vous enverra aussi un article qui récapitule ces éléments-là. Sur chaque volet. Alors, ce qui est particulièrement innovant, je trouve, c'est aussi qu'il y a un ordre de prise de parole précis lors des staffs interdisciplinaires qui commence au plus proche du patient. Philippe, si je me oui, donc bien, effectivement, il y a deux points à rajouter. Premièrement, effectivement, sur les staffs, c'est l'ordre de prise de parole qui nous a institutionnalisé. D'ailleurs, ça va devenir un référentiel national cette année. Qui est l'aide-soignante, puis l'infirmière, puis les gens des soins de support. Je pense aux psychologues, aux assistantes sociales, mais également, nous, on a quelqu'un qui est absolument génial, c'est une art thérapeute qui sait toujours beaucoup plus de choses que nous, ça nous énerve beaucoup. Et puis les médecins en dernier, c'est-à-dire qu'en fait, chacun peut écouter l'autre, et si le médecin parle en premier, globalement, ça coupe la parole à tout le monde. Donc, il ne faut pas que ce soit le médecin qui parle en premier. Et cet ordre de parole, c'est vrai pour le premier et pour le deuxième tour. Et puis la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, en dehors du fait que c'est obligatoire depuis 2004 pour les patients en soins palliatifs, donc en 2010, nous on s'est dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Donc on a eu plusieurs, je crois qu'on est à peu près une 60aine de publications sur la démarche participative. Mais donc on a 2 grosses publications récentes. La première qui montre l'impact sur la qualité de vie au travail. Et l'existence d'une démarche participative sur la qualité de vie au travail impacte la qualité de vie au travail à 10-9. Alors pour les gens qui ne connaissent pas bien, pour avoir une relation entre 2 facteurs, il faut avoir un P inférieur à 0,01, 10-2. Donc vous voyez, on n'est pas 10-2, on est à 10-9, c'est-à-dire on est à 1 milliard à la place de 1%. Et deuxième chose, on a regardé s'il y a un impact sur la qualité des soins, et l'impact sur la qualité des soins était à 10-6. Donc vous voyez, c'est énorme comme impact. Et ce que je l'ai déjà dit, mais c'est le seul modèle au monde qui montre ça au niveau du service. Le seul modèle qui a montré un impact d'une structuration participative sur la qualité des soins, c'est ce qu'on appelle les magnet hospitals, des hôpitaux magnétiques. C'est un modèle américain, mais c'est un modèle d'établissement et ce n'est pas du tout un modèle de service. Merci pour ces précisions. Alors, on a eu des questions. J'ai le droit d'interagir, Martin? Bien sûr, Olivier, je t'en prie. Tu nous as dit qu'on était enregistré, c'est ça? Oui. Super. Comme ça, je vais pouvoir réutiliser en interne le fait que
un médecin et en plus professeur préconise que dans les staffs, le médecin parle en dernier. Non, je plaisante. Mais en même temps, ça me semble être une très très bonne idée. Alors, je ne suis pas très doué au niveau informatique, mais j'ai vu une question passer qui était sur la mesure de la QVT, notamment. Et en fait, ce qu'on fait au sein des établissements, alors, encore une fois, notre taille le permet, mais c'est qu'avant qu'on débute la démarche, on fait en fait une photo de l'établissement. Une photo de l'établissement où on met de façon très synthétique les résultats de l'enquête d'engagement, puisque comme elle est annuelle, on a une vision de l'établissement avec le nombre de personnes qui disent je me sens reconnu dans ce que je fais au niveau de mon travail. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui sont vraiment typées au niveau de la qualité de vie au travail. Donc, ça permet d'avoir une photo sur l'engagement des personnes au sein de l'établissement. Dans la même photo, on regarde comment on est situé au niveau de la satisfaction du patient via l'indicateur national ISATIS, MCO en but. On prend aussi une photo de tout ce qui est absentéisme, sécurité, accident du travail. Donc, ça nous permet d'avoir quelque part une photo avec des indicateurs. L'idée étant que si on fait en sorte que les équipes soient mieux, on espère quand même que dans la durée, l'engagement à la prochaine enquête d'engagement, ça va s'améliorer. Que si dans chaque réunion qu'on met en place, dans chaque service, on parle de la sécurité des salariés, à un moment, on espère quand même voir baisser les accidents du travail et puis baisser l'absentéisme aussi si les équipes sont plus engagées. Et puis, quelque part, si on a des patients qui sont mieux dans leur sabot pour s'occuper des patients, on peut raisonnablement penser qu'au bout du bout, la satisfaction du patient va s'améliorer. Donc, on fait une photo avant et puis après, on fait cette photo de façon régulière. Ça, c'était au niveau de la mesure. Mais il y a plein d'autres questions. Je peux réagir sur ça? Oui. Donc, c'est une excellente approche hein, qui est assez exceptionnelle. Sachez juste qu'il existe aussi des échelles de qualité de vie au travail. Hein. Donc, ça existe, il y en a plusieurs, satisfaction au travail, etc. Et que moi, par exemple, quand j'étais chef de pôle, je faisais une enquête annuelle sur la qualité de vie au travail et ses déterminants pour voir effectivement comment ça évolue. Et sachez aussi qu'au niveau ministériel, il y a actuellement alors il y a déjà un outil qui existe qui s'appelle Comet, mais il y a un autre outil qui est en cours de réalisation et que l'idée du ministère actuellement, c'est de questionner tous les soignants tous les ans dans tous les établissements de santé pour évaluer la qualité de vie au travail et ses déterminants et pour voir l'évolution au cours du temps. Alors pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, mais on est intégré à des groupes de travail côté FHP et comment dirais-je, le questionnaire est super, mais il est encore un peu touffu et un peu long. Mais il est long, oui. J'espère qu'on va arriver à le simplifier. On peut aussi en couper quelque chose. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est intéressant dans ce que vous mentionnez, c'est qu'il y a plusieurs types d'indicateurs, des indicateurs de satisfaction patient, des indicateurs de sécurité, des indicateurs d'absentéisme, des indicateurs d'engagement. Je fais écho aussi à ce qu'a mentionné le cadre de santé. Impliquer les cadres de santé, il y a une action très simple et c'est quelque chose qui peut se faire en réunion d'équipe et qui d'ailleurs a déjà été suggéré par Sandrine William, coordinatrice générale des soins, lors d'un webinaire qu'elle avait fait sur l'innovation managériale. C'est tout simplement faire un tour de table de la météo du quotidien, comment chacun se sent. Et un espace de parole là-dessus, c'est sain, ça donne des espaces d'oxygénation. Alors, pour rebondir aussi et donc ça aussi, ça vous met en posture de manager, parce que tous les managers sont en possibilité de laisser du temps à cela. C'est du temps important. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, il y a une question qui s'est posée, qui est importante sur la notion de pérennisation et d'animation. On a vu comment on impulsait une dynamique de qualité de vie et de travail au niveau du service avec la démarche participative et de l'établissement avec voilà ton témoignage, Olivier. Hein. Et donc, maintenant, comment on pérennise et comment on anime la démarche pour la faire durer dans le temps? En fait, comment dirais-je, j'adore les soufflets, mais quand je les fais au four et que je les mange. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas la partie la plus simple, la pérennisation. Et si on n'y prend pas garde, le truc il débute et puis ça fait comme le soufflet, ça retombe. Alors, on a mis en place un certain nombre de garde-fous pour aider à ce que la démarche vive bien dans le temps, sachant que
le premier, c'est vraiment d'avoir une direction qui soit impliquée. C'est-à-dire que c'est vrai pour le lancement de la démarche, mais c'est vrai pour la pérennisation de la démarche. C'est-à-dire qu'une fois que le truc est déployé, si la direction générale de l'établissement ne questionne jamais le sujet et ne s'y intéresse pas, ça ne tient pas dans la durée. Ça, c'est le premier point. Mais une fois que ça c'est acquis, en fait, on a mis en place quelques outils très, très concrets. Et notamment, on a réalisé un bouclage qui est fait par le responsable qualité de l'établissement, qui en fait passe sur chacun des tableaux pour relever quelques indicateurs qui permettent d'être sûr que la démarche vit bien dans chaque service. Et puis ensuite, tout ça s'est consolidé au niveau de l'établissement, ce qui fait que le directeur et l'équipe de direction peuvent avoir une vision très synthétique par rapport au nombre de réunions qui étaient prévues et qui se sont tenues, par rapport au nombre d'actions qui sont réalisées sur chacun des thèmes. Donc ça, c'est le premier cliquet pour éviter que ça retombe. Le second, qui fonctionne super bien, c'est le fait de définir que l'ensemble de l'équipe de direction, voire même l'équipe de direction élargie, parce que chez nous, on a des organisations qui dépendent un peu des établissements, et bien en fait, participent de façon aléatoire, mais en même temps définie, à un certain nombre de petites réunions qu'il y a au sein du service. Et du coup, le manager du service, ça prouve que la démarche est bien portée par l'ensemble de la direction. Et puis, dans certains cas, on a quand même dans nos établissements des membres de l'équipe de direction qui ne sont pas toujours très connus au niveau des équipes de terrain. Donc là, ça permet que les membres de l'équipe de direction soient connus. Puis ça permet aussi que l'équipe de direction soit en prise directe avec la réalité du quotidien des équipes. Et dans certains cas, ils se rendent compte que tel sujet qui pensait être réglé, il n'a pas été parce que ça s'est perdu un peu au milieu. Ou à l'inverse, ils entendent parler d'un sujet sur lequel ils bossaient, tac, ah ouais, ça permet d'avancer. Donc, avec ces deux moyens, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne plutôt bien une fois que les choses sont définies. Et puis, il y a quand même le fait d'avoir des référents territoriaux QVT en local qui continuent à entretenir la flamme. Parce que Sylvain et moi, quand on a mis en place la démarche qui est assez rapide, ça prend, on va dire, ça prend un mois et demi par établissement, c'est l'ordre de grandeur. Mais après, nous, on repart sur un autre établissement. Et pour le coup, le but du jeu, c'est pas qu'on dise c'est super, on a mis le truc en place, mais c'est qu'ils vivent et qu'ils produisent ces effets dans la durée. Et pour ça, quand il y a un référent territorial qui anime les choses, que le responsable qualité, ça prend 10 minutes par tableau au début du mois d'après, il relève les compteurs, et puis surtout que l'équipe de direction participe à une réunion de façon régulière, ça évite que ça sorte trop du cadre. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux aujourd'hui en tout cas. Merci. Philippe, quelle est ta vision sur cette… Je vais peut-être démarrer avec ce que vient de dire Olivier. En fait, moi, j'ai défini cinq causes, enfin 5 raisons pour que ça persiste. La première, c'est celle que vient de dire Olivier. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le vrai enjeu, c'est que on sait que la QVT, c'est le management de proximité. Et donc, pour que le management de proximité perdure, avec sa qualité, il faut, en fait, et ce qu'on a compris en 2005, il faut mettre en place des espaces d'échange réguliers au niveau des managers. Et j'insiste bien que là, les managers, pour moi, c'est les médecins et les cadres. Hein. Les cadres en particulier ont un rôle très important. Et c'est cette co-construction, cette intelligence collective qui perdure au niveau du top management, qui perdurera également au niveau du service. La deuxième cause que je définis, c'est ce que j'appelle une équipe stable sur des valeurs communes. C'est-à-dire, en fait, premièrement, ne pas mettre ça en place lorsqu'il y a de vrais soucis, hein, des conflits, un problème de communication, un problème d'équipe toute nouvelle qui acceptera d'abord, qui aura besoin de s'approprier la spécialité avant d'aller vers la prise en charge globale et la qualité de vie au travail. Donc voilà, une équipe stable avec des valeurs communes et une façon pour démarrer souvent une démarche de ce type-là, c'est la formation interne et les séminaires sur qu'est-ce qui nous relie autour du soin. La troisième question, alors c'est pas forcément, j'aurais pu le mettre en deux aussi, hein, c'est la nécessité de libérer du temps. C'est-à-dire que si on a une structure où il est impossible de libérer du temps, on ne pourra jamais mettre en place des espaces d'échange. Et c'est une des problèmes actuellement qu'on a beaucoup sur les EHPAD.
Je veux dire, sur les EHPAD, il faut absolument qu'on renforce les effectifs pour permettre de mettre en place des espaces d'échange. Le quatrième élément, c'est ce que j'appelle, moi, la qualité des espaces d'échange participatifs. C'est-à-dire, en fait, il faut que vraiment ce soit des espaces d'échange où on va faire de la co-construction. Et si on fait semblant et si les gens ne peuvent pas s'exprimer, ce que j'ai connu dans un service de mon pôle, ça ne sert à rien de faire des réunions. Si on ne permet pas aux gens de co-construire pour arriver à une solution commune, si on fait parler que les médecins, on n'arrivera à rien. Donc, nous, ce qu'on promeut, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la technique des 3 tours de table. Premier tour de table, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième tour de table, qu'est-ce que vous proposeriez? Troisièmement, qu'est-ce qu'on décide ensemble? Et puis, la dernière chose, c'est aussi avec une remarque du chat, c'est ce qu'on appelle la qualité du management et du leadership. C'est-à-dire, en fait, ça ne marche qu'avec un leadership bienveillant ou transformationnel qui va tenir compte de l'individu, qui va promouvoir l'individu, qui va faire du management individuel, qui va donner une certaine autonomie. Si vous avez un manager directif qui donne aucune autonomie, ça va foirer. Et malheureusement, au cours de 30 ans, moi, j'ai eu 2 fois un cadre directif et 2 fois, ça a été une catastrophe dans le service. Voilà, en gros, les 5 éléments que je dirais pour la réussite. Alors, je peux me permettre de répondre à une question. J'ai vu passer une question qui était comment vous faites pour convaincre les directions, en l'espèce les directeurs. Alors, indépendamment du fait qu'à titre personnel, parce que ce genre de démarche, j'ai eu le plaisir de le mettre en œuvre dans l'industrie il y a une quinzaine d'années, quand c'était pas défini comme c'est défini à l'heure actuelle. Donc, pour avoir vu avant, après, je sais que ça marche. Et Sylvain qui m'a rejoint sur le projet, on voit des choses tac, au niveau des équipes où vraiment ça bouge bien. Il y a quand même aussi des facteurs en espèces sonnantes et trébuchantes. Basiquement, quand on voit qu'on laisse dans chaque établissement 2 à 3% de la masse salariale au niveau des cotisations suite aux accidents de travail, il y a quand même un certain nombre d'arguments en expliquant que si les salariés, les accidents baissent, mécaniquement, ça va améliorer le bas de page au niveau résultat, même si on ne le fait pas pour ça, mais ça a un impact direct. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a, même si ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir bientôt, le fait qu'une partie des financements via l'IFAC va être corrélée à des indicateurs de qualité de vie au travail. C'est aussi un point qui fait rapidement écho dans l'oreille d'un directeur. Il y a le troisième point qui est que dans le nouveau référentiel de la certification, dans le référentiel de la HAS, il y a le troisième livre, le troisième chapitre qui est autour de l'établissement sur lequel il y a de façon très explicite qu'est-ce que vous avez en place comme dispositif au niveau de la qualité de vie au travail. Donc j'aurais tendance à dire s'il y avait déjà que ces 3 sujets, c'est déjà du sonnant et trébuchant. Mais par-delà, quand on prend un peu de recul, il y a surtout le fait que quand on voit la pénurie de soignants qu'il y a dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, à votre avis, est-ce que pour fidéliser le personnel, il vaut mieux qu'on soit dans une démarche participative où on demande l'avis aux gens, ils savent que leur avis est entendu et que quand ils proposent quelque chose et que c'est partagé en équipe, ça se met en œuvre et ils font du progrès? Ou est-ce que, pour rejoindre ce que dit Philippe, ils ont plus de chances d'être fidèles et de rester dans leur job s'il y a un management directif qui ne leur donne pas toutes les infos, qui leur dit tu fais ce que je te dis de faire, et surtout, qui ne prend pas le temps d'échanger avec eux sur ce qui les empêche de mieux faire. Je crois que la réponse est dans la question. Et ça, les directeurs l'entendent chez nous. Je peux y répondre si c'est possible. Allez sur le site de l'Observatoire sur une histoire qui s'appelle Optimisme, qui est sur restructuration médico-sociale. C'est l'histoire de l'EHPAD de Châteaubriand, qui, pour aller dans ton sens, Olivier, donc de cadres qui sortent de l'école sur des postes vides et qui arrivent dans un EHPAD où il y a 36% d'absentéisme et 10% de lits libres parce qu'il y a la maltraitance. D'accord ? Mettre en place la démarche participative, plus
Et je suis complètement d'accord avec vous, hein. Je veux dire, nous, j'ai parlé que des facteurs collectifs, mais il y a aussi des facteurs individuels. Donc, ils font une démarche au niveau de l'individu, ils mettent en place des formations, ils mettent en place des ateliers de méditation, ils refont la salle de détente, etc. Donc, une démarche à la fois vers l'individu et vers le collectif. En un an, 12 mois, hein, 6% d'absentéisme, 0% de lit libre. D'accord? Donc, voilà, tout est démontré avec ça, hein. On améliore la qualité des soins. Donc, on va améliorer l'attractivité de l'établissement à part la qualité des soins. Et également, on améliore la sécurité des soins et on améliore voilà, l'attractivité. Alors, je crois qu'il y a une question intéressante qui est passée et je n'arrive pas à la voir. Merci, oui. Alors, juste, on va passer effectivement au temps de questions et d'échanges. Alors, n'hésitez pas à poser tous vos questions sur le chat et merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Olivier, il y avait une question Alors, aussi. juste 30 secondes, parce que Sylvain qui est avec moi est plus dégourdi que moi, heureusement, est arrivé à m'attraper la bonne question. Oui, il y a quelqu'un qui dit que ce serait intéressant de travailler sur les AT et quasi-AT, faire du préventif et pas que du curatif. Si on monétise la QVT, on contraint à faire et ça n'est plus une case à cocher, une espèce d'envie ou de truc bobo chic. Je suis tout à fait d'accord, hein. Vas-y, Sylvain, viens. Oui. Oui. Alors, juste, Olivier, oui. Préventif, Ouais. c'est effectivement un point qui est fondamental, c'est que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents pour les salariés sur des problèmes qui sont connus. Et quand on peut effectivement faire du préventif avec l'équipe, que l'équipe dise, il y a la porte qui gratte depuis 3 mois, un de ces jours, il y en a un où le gond ne fonctionne pas comme il faut, il y en a une qui va se la prendre dans le dos, et ben, je vous assure qu'au sein de l'équipe, la différence entre tac, on fait le bon, la porte est réparée, puis personne n'en reste parce qu'il n'y a pas d'accident, ou alors que c'est connu, il y a quelqu'un, notamment, surtout une nouvelle qui n'est pas au courant du truc, qui se prend la porte dans le dos, en termes d'insatisfaction au niveau de l'équipe, ça fait un changement qui est énorme. Désolé. C'est un des thèmes des groupes de travail, ça, hein. Désolé, Martin. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il y avait une question qui avait été posée par un participant sur le lien que vous avez mis en place à Elsan sur quand il y a une personne du comité de direction qui participe à des réunions de service. Donc, c'est intéressant comme initiative parce que ça crée du lien au niveau de la direction. Et tu avais parlé d'un ordre aléatoire mais défini. Tout à fait. Alors, Besoin de préciser comment c'était aléatoire mais défini. J'ai des fois des bribes de ma formation d'ingénieur qui remontent à la surface. En fait, c'est aléatoire dans le sens où on définit pour chaque service à quel moment et à quel jour ont lieu les réunions. Donc, on dit tel service de chir, c'est 3 fois par semaine, c'est le lundi à telle heure, le mercredi à telle heure, le vendredi à telle heure. La DRH de l'établissement a donc une matrice avec les dates et heures de réunion dans chacun des services. Okay, et sur la base de cette matrice, alors chez nous, on a mis ça en place avec la DRH parce que quand on veut qu'un processus fonctionne, on a plus de chances qu'il fonctionne quand on définit qui est responsable du processus. Donc là, la DRH, elle a sa carte pour l'établissement et puis elle a en face les membres de l'équipe de direction ou de l'équipe de direction élargie. À partir du moment où la fréquence est définie, on dit le membre de l'équipe de dire il suit une réunion par semaine, et ben, elle fait de façon aléatoire. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, pour que ce soit jamais le même qui aille sur le même service, mais à l'inverse, pour qu'il y ait une fréquence qui soit définie. Et comme les managers sont au courant de la règle du jeu, ce n'est pas du flicage, mais il y a parfois, justement, pour entretenir la flamme, on l'a vécu, par exemple, quand il y a la DRH qui se trouve à devoir assister à une réunion et puis qu'elle arrive dans le service à 10h et qu'il n'y a pas la responsable, bah, ta réunion, c'est toujours le mercredi à 10h. Oui, oui, bah, je suis là pour assister. Ah ben, j'arrive. Des fois, ça aide aussi à se réaligner un peu. Mais ça aide surtout à ce que le manager se sente soutenu par la direction et que tout le monde voit de façon très factuelle que ce n'est pas le manager du service tout seul, c'est l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est aléatoire, mais défini. D'accord. Et une autre question sur comment on crée des temps d'échange au niveau du bloc opératoire. Alors, c'est une très bonne question. En fait, la démarche qu'on a montée avec Sylvain, on passe beaucoup de temps. Ah, il y a un petit problème technique.
Un problème de connexion, Olivier. C'est bon? Il y a eu un petit problème de connexion. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, Alors, je reprends. Ce que je disais, c'est que quand on arrive dans l'établissement et qu'on a fait donc la photo avec les principaux indicateurs, en fait, on a un petit support d'échange avec chaque responsable de service. Parce qu'on ne met pas ça en place qu'au niveau des soins et du bloc. On met ça aussi en place à la pharmacie, au service technique, au niveau des accueils d'administration. Il y a aussi beaucoup de sujets. Et en fait, on voit avec chaque responsable comment lui est structuré pour qu'on adapte la démarche à sa réalité et que ce ne soit pas un truc, entre guillemets, où les mecs du siège ont pondu un truc à Paris et schlac, c'est comme ça. Donc, pour se focaliser sur les blocs, où c'est un vrai sujet en soi, déjà, assez régulièrement, on a un dispositif pour le bloc et pour la SSPI, parce que si on fait un truc ensemble, ça ne marche pas en termes de volumétrie. Et là, il y a plusieurs approches, réellement. SSPI, hein, oui. Après, tu peux définir SSPI? La salle de réveil, pardon. C'est la salle de réveil. En fait, il y a le bloc, puis après, il y a la salle de réveil. Donc, ce qu'on fait de façon assez régulière, c'est qu'il y a souvent un dispositif avec un tableau et puis il y a des échanges qui sont définis pour le bloc et un pour la salle de réveil, parce que sinon, ça fait trop de monde. Et puis pour trouver le bon moment, pour prendre 10 minutes, un quart d'heure, c'est souvent pas au même moment. Et au bloc, il y a plusieurs approches. Il y a soit le fait de dire on fait ça juste avant le démarrage du bloc. Il y a des établissements à qui ça va. Mais pour ça, il faut que les équipes soient bien synchronisées, qu'il n'y ait pas de retardataire et que l'endroit soit bien défini. Il y a d'autres équipes qui nous disent comme on met en place une réunion avec une fréquence qui est par exemple 2 fois par semaine, ce n'est pas important que j'ai tout le monde. Et de toute façon, je ne peux pas avoir tout le monde. Mais on définit les choses pour que chaque salarié, dans la durée, il puisse assister aux réunions de façon régulière. Et comme le tableau, il sert de support de communication, parce qu'en fait, comme les problèmes sont notés et l'avancement des problèmes est noté, quand le salarié il arrive dans le service, tac, il jette un coup d'œil. Donc là, on s'adapte en fait, on s'adapte à l'organisation de l'établissement sans porter de jugement, parce que ça ne nous appartient pas. Mais par contre, si après, on a dans un établissement quelqu'un qui nous dit tiens, comment ça marche chez les collègues, on lui dit voilà ce qu'on a pu voir. Et comme on arrive aujourd'hui à un certain nombre d'établissements, on commence à avoir une vision de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Par exemple, on sait ce qui ne marche pas, notamment comme horaire. Ce qui ne marche pas comme horaire, c'est quand dans un service de soins, on dit on va utiliser le temps de transmission pour aussi faire la réunion de management. Ça ne marche pas. Certains ont voulu essayer, voilà, ça ne marche pas. Donc, on a quelques trucs comme ça qu'on donne à l'équipe. S'il y a plus de 8-9 personnes, 10 personnes en même temps dans la réunion, ça ne marche pas. Si le tableau il est positionné dans un endroit où personne ne va, ça ne marche pas. Donc, nous, on donne le café, ça marche, nous dit une personne. Il y a une personne du public qui dit le café, ça marche. Yes. C'est vrai que la machine à café est un lieu fédérateur. Hein, voire même la pause café à certains endroits. Effectivement, ça marche et ça marche bien. Les staff café aussi, ça marche bien. Le quoi? Café au staff. Oui, tout à fait. Café au staff. Ouais. Alors, merci beaucoup, Olivier, pour ta réponse. On a une question aussi d'Elsa que je… voilà, ton expérience, Philippe, pourrait être intéressante. Est-ce que vous avez des idées pour développer le leadership des cadres de proximité afin de favoriser plus d'autonomie pour leurs équipes? Merci Elsa de cette excellente question. Alors, des cadres de proximité sans aucun doute, des médecins aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut les former. Et que je doute, comme Elsa, que les gens qui ont un certain type de leadership depuis des années, je pense en particulier à des médecins et je pense aussi à des cadres hein, que j'ai rencontrés, puissent changer de leur leadership. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut leur inculquer très, très tôt, probablement pas de manière formelle, mais sous forme de jeu de rôle et de retour d'expérience dans la formation initiale et aussi dans la formation continue. Et donc, actuellement, au niveau de l'Observatoire, il y a un groupe de travail sur la formation initiale et continue où on réfléchit à un programme minimum de formation en management pour les futurs directeurs, futurs cadres et futurs médecins. Alors, spécifiquement, si je rebondis là-dessus, chez Elsan, on est en train de lancer un parcours pour les managers de proximité qui s'appelle Elsan, où en fait, ça part d'un autodiagnostic où le manager de proximité s'évalue sur ses savoir-faire
et sur ses savoir-être. Et il définit lui-même un parcours en disant bah, tiens, moi, je veux me former là-dessus. Donc, c'est suivi ensuite au sein de l'établissement de façon très, très locale, notamment par la DRH de l'établissement. Et puis, dans la durée, bah, le manager, il devient plus gaillard sur les choses où bah, il se sent plus faible une fois que ça a été validé, quoi. Mais c'est fondamental, effectivement. Je ne sais pas qui a posé la question, mais si on n'aide pas le manager de proximité en termes de leadership… À la fois en formation et en accompagnement, oui, absolument. Et voilà, bon, alors petite parenthèse, hein, mais Chakari propose justement des programmes aussi d'accompagnement et de formation personnalisés pour des populations managériales. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a une expérimentation en cours avec le groupe Elsa, dont on est ravis. Et alors, on va peut-être prendre une dernière question avant de conclure et de vous transmettre les enseignements clés comme on en a la coutume. Donc, est-ce qu'il y avait une dernière question que vous aimeriez adresser ou, Il y en a tellement, hein. Il y a eu beaucoup de questions. Vous avez été très, très dynamique pour cette semaine de la qualité de vie au travail. On vous félicite. Peut-être qu'il serait possible aussi peut-être de donner nos mails pour que les gens qui n'ont pas eu de réponse à nos questions puissent nous envoyer des mails et qu'on puisse répondre de manière personnelle, hein, aux gens qui ont envie. Ouais, avec le plus grand plaisir. Non seulement il n'y a aucun souci, mais au contraire. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Je suis en train de défiler les questions. J'ai vu comment ça marchait. Au début, les questions étaient courtes et puis ça s'allonge au fur et à mesure. Oui, c'est vrai, c'est marrant d'un coup. Oui. Ouais. Ça veut dire que voilà, il y a du partage d'expérience aussi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment pour conclure, Philippe, Olivier, est-ce que vous avez une anecdote que vous aimeriez partager sur le sujet de la qualité de vie au travail qui vous a marqué, qui a été riche d'apprentissage? Je vais parler à Olivier parce que j'en ai marre qu'il parle avant moi. Donc, Vas-y, Philippe. Non, je plaisante, bien sûr. Oui, je raconte toujours la même histoire parce que, bon, je ne vous ai pas dit, mais on a une boîte de formation, on est 20 formateurs sur la démarche participative au niveau national. Et donc, c'est une vieille histoire où donc, on avait le service d'hémato et oncologie médicale avait pris un nouveau service dans un nouveau bâtiment qui était l'ancien service de cardiologie. Et en fait, on était très contents parce qu'ils nous avaient construit un secteur stérile de 8 lits qui est maintenant à 16 lits pour les greffes et les adductions de leucémie. Mais par contre, c'était un service complètement inadapté avec absence d'hôpital de jour et des chambres à 4 lits. Donc, on avait été voir notre directeur d'alors qui avait été très gentil, qui nous avait dit « Écoutez, je suis en déficit, je ne peux rien pour vous, mais si vous trouvez les sous, on fera les travaux. » Donc, je rentre dans le bureau du patron et je dis « Écoute, c'est simple, on crée une association, on trouve les sous, on fait les travaux. » Il m'a dit « T'es complètement cinglé », mais je dis « Ça fait rien, on va le faire quand même. » Et 6 ans plus tard, on avait les sous. Et donc, on a fait les travaux. Et donc, vu qu'on a fait les travaux, on a dit « Ouais, mais c'est nous qui faisons les plans, hein, quand même. Parce que vu que c'est nous qui payons, c'est pas vous qui allez faire les plans. » Donc, le CHU était maître d'œuvre et nous, on a fait les plans. Et donc, moi, je n'ai pas fait les plans. J'ai créé un groupe de travail sans médecin sur les plans. Et donc, c'est l'équipe qui a fait les plans. Donc, ils ont changé la salle de détente, ils ont mis la salle de soins ailleurs. Et bien sûr, on a supprimé les chambres à 4 lits, on a créé un hôpital de jour. Enfin bon, tout ce qui était nécessaire. Et puis, ils ont eu alors ça date un peu maintenant, hein, mais vu que je vous dis que ça fait un bout de temps que je fais de la démarche participative, donc ils ont eu une idée assez géniale. Ils ont créé le premier appartement des familles au CHU de Tours. C'est-à-dire qu'en fait, un appartement qui puisse héberger les familles quand ils ont un patient qui ne va pas bien. Et donc, voilà. Et en plus, c'est des locaux super pour les connaître. Il se trouve que je suis tourangeau aussi. Mais excusez-moi. Non, mais c'est le coup d'avant. Maintenant, c'est super, mais c'était le coup d'avant. Et ensuite, ils ont eu une autre idée, c'est qu'ils ont dit il faut que ça soit à l'entrée du service. Et est-ce que vous savez ce qu'il y avait à l'entrée du service? Il y avait mon bureau. Donc, ils m'ont viré, ils m'ont foutu au rez-de-chaussée et ils ont fait la salle des familles à la place de mon bureau. Vous comprenez bien qu'on est vraiment dans l'intelligence collective de la co-construction et que moi, tout seul, je ne sais pas si j'aurais pensé à l'appartement des familles, mais de toute façon, je ne l'aurais pas mis à la place de mon bureau. Voilà, donc en gros, un exemple de co-construction et comme ça, j'en ai des dizaines. Alors moi, Merci, Philippe. On en a plein avec Sylvain. On va y aller rapidement parce que j'en fais un. C'est dans un SSR, une dame, quand on démarre la démarche et qu'on dit est-ce qu'au niveau sécurité, vous avez des sujets, la dame un peu gênée qui dit mais est-ce que moi j'ai le droit de participer? Je dis oui, pourquoi? En fait, je ne suis pas infirmière ou aide-soignante, je m'occupe de servir les repas. Oui, il n'y a pas de souci. Elle dit en fait, ma soupière ne rentre pas dans l'évier.
Et donc, au début, je la regarde avec des drôles d'yeux. Vraiment, je n'avais pas compris. Et en fait, elle me dit, il faudrait que vous veniez ce soir, je vais vous expliquer. Mais comme c'est ce soir, je dis, je reviens pour vous ce soir. Déjà, la dame était surprise que je revienne pour elle le soir. Puis en fait, la soupière qu'elle devait nettoyer, elle ne rentrait pas dans l'évier. Comme la dame était toute petite et qu'en plus l'évier était trop haut, et elle m'a expliqué qu'elle avait eu un accident quelques temps avant parce qu'elle s'était brûlée avec la soupe à cause de tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, je quitterai votre service que quand le problème sera réglé. Et elle m'a dit, mais ça fait des années que ça dure. Et en fait celui qui devait faire le changement de soupière ne l'avait pas fait, mais tout le monde était persuadé que c'était fait. Et comme il n'y avait pas de boucle d'information remontante, et pour une partie, notamment pour les responsables, le sujet était bouclé, sauf que la dame s'embêtait toujours. Et puis, évidemment, on a trouvé la solution. Et puis on a même acheté un petit truc pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Et la dame, elle était super contente. Voilà. Ouais, voilà. Merci pour ces belles anecdotes partagées. J'ai vu en parallèle qu'il y avait des débats sur le chat liés au leadership, au management. Moi, je voudrais juste partager un enseignement que j'ai reçu quand je me suis formé en tant qu'animateur de colonies de vacances à 16 ans. Pour voilà, animer des colonies de vacances, on a quand même une responsabilité sur voilà, en fait, de l'encadrement de jeunes enfants. Donc, c'est une responsabilité énorme. Et on nous a enseigné que l'autorité repose sur les compétences. Et donc, le leadership, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se développe. Le leadership de charisme, l'important, c'est d'être dans l'authenticité, c'est d'être à l'aise avec vous-même et d'oser. Et ensuite, de créer les conditions de la confiance pour que vos équipes puissent oser aussi. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'à mettre en pratique. Mais en tout cas, c'est des éléments que je voulais partager. Et je vais aussi partager mon écran pour conclure sur quelques enseignements clés. Ensuite, je vous libère. Donc, alors, voilà, donc au niveau des 5 piliers de la démarche participative, ça c'est un peu un récapitulatif, les staffs pluriprofessionnels avec un ordre précis de prise de parole, comme l'a mentionné le professeur Colomba. Donc, faciliter la démarche projet. Je pense que c'était un point commun aussi entre vos deux présentations, Philippe et Olivier. Les formations en interne, on l'a vu, c'est essentiel. Ça crée un langage commun. Et donc, les formats de formation évoluent. Mettre en place des dispositifs de soutien aux équipes, de soutien avec l'ensemble des professionnels. Ça peut être du soutien psy, ça peut être du soutien de médecin de travail, ça peut être du soutien externe avec du coaching. La programmation de rencontres régulières pour les managers d'un service de soins. Et voilà donc pour les points clés. Et pour Olivier, tu as partagé le fait de mettre en place un suivi simple avec des outils aussi très, très pratico-pratiques. Ça fait écho d'ailleurs au lean management, qui est aussi maintenant développé au niveau des startups. On parle de lean startup et tout le monde peut s'approprier ces outils visuels assez simples. Identifier les irritants, en fait, le fait de se dire que chaque irritant peut être une source d'amélioration et en fait, mettre en place des rituels managériaux avec bien sûr clairement identifier, savoir la sécurité des salariés, le bien-être du patient et des irritants au quotidien. Donc, ça, des ressources. Pour faire le lien avec ce qui a été dit sur les piliers de Philippe, c'est que notamment le bonjour, comment tu vas toi du matin, il est fondamental. Voilà, que le salarié puisse avoir au moins l'espace de discussion qui dure 10 secondes, de dire à son chef, putain, ce matin, ça ne va pas, c'est énorme. C'est vrai, et c'est un beau mot de la fin, de se dire bonjour tous les matins. Ce que je propose, c'est qu'on mette nos adresses sur le chat. Parfait, je vais prendre vos adresses et je vous enverrai tous les liens utiles. Un immense merci à nos participants et nos participantes. Vous avez été très dynamiques, très actifs pour vos questions, vos partages d'expérience. Et puis, un immense merci, Philippe, Olivier, pour la qualité de vos témoignages et de votre présentation. Alors, on met le mail dans la réponse, dans les questions, c'est ça? Oui. Je le prendrai et je l'enverrai en compte rendu aux participants, Philippe. D'accord, ok, d'accord. Je l'ai mis, moi, le mien. À très bientôt. Olivier aussi, donc c'est bien, alors impeccable. Parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir.